Bien, bonjour à tous. Alors j'ai l'honneur et néanmoins la lourde tâche donc de vous présenter ce nouveau projet qui est en train de se lancer au sein du Shift, qui va donc être international, en tout cas européen, qui a une visée européenne. Donc ça c'est moi, voilà. Et qui va s'intituler Power Systems 2050 Guidelines for Design. Alors le nom a changé récemment pour le rendre un peu plus précis. Alors je vais vous le décrypter rapidement. Donc déjà il est en anglais parce que le projet va être réalisé en anglais et donc a une visée européenne. Power Systems, donc c'est les systèmes électriques. Donc ça va être l'objet de ce projet. Donc c'est tout ce qui va de la production, donc toutes les unités de production, le réseau, avec tout ce qui l'accompagne, donc le stockage, etc., jusqu'à la consommation et les unités de consommation. Et pourquoi pas le marché aussi qui organise le système électrique. 2050, c'est une date un peu clé dès qu'on parle de scénarisation, d'évolution du mix électrique. Donc souvent, on va trouver des scénarios d'évolution à 2050. On ne va pas exclure évidemment les scénarios qui ont un horizon temporel à 2035 ou plus loin que 2050. Mais c'est une date un peu clé, donc elle apparaît dans le titre. Alors, Guidelines for Design, on parle de quel design? Et bien, on va parler de la conception de ces systèmes électriques. Et les guidelines, ce sont des bonnes pratiques, ou on pourrait traduire ça en français par référentiel méthodologique. Donc, on va proposer un référentiel méthodologique qui, à terme, vise à mener à de meilleurs systèmes électriques. Alors, quelques éléments de contexte énergétique. Commençons par l'Union européenne. Alors ce que vous avez en bas à gauche, c'est le mix en énergie primaire et son évolution des années 80 jusqu'à à peu près aujourd'hui. Alors en énergie primaire, vous voyez là en bas, c'est le charbon, puis le pétrole, puis le gaz, puis le nucléaire et les renouvelables. Donc ce mix est encore très carboné à 80%, là si on somme le charbon, le pétrole et le gaz. Alors pourquoi je vous parle du mix énergétique alors qu'on va se focaliser sur le mix électrique? Eh bien c'est comme ça a été évoqué dans la table ronde précédente. En fait il y a des interactions assez fortes entre les deux qu'on va devoir prendre en compte dans ce projet. Donc notamment tout ce qui est changement de vecteur sur certains usages, par exemple la mobilité ou le chauffage qu'on peut électrifier ou pas. C'est un choix. Donc première thématique, la décarbonation. Il y a une partie là, de ces énergies évidemment qui servent à produire de l'électricité et au niveau européen, le secteur électrique représente 27% des émissions de gaz à effet de serre. Donc la décarbonation est aussi un objectif pour le système électrique. Et puis à droite, vous avez la dépendance énergétique de l'Union européenne. Alors ce qu'on appelle la dépendance énergétique, c'est le ratio entre l'énergie qu'on importe et l'énergie qu'on consomme. Et là, vous avez la décomposition par vecteur énergétique. Donc vous avez le pétrole en haut, puis le gaz, et puis en bas, vous avez le charbon. En noir, c'est la moyenne. Et alors pour le pétrole, on a 80% de dépendance énergétique en Union européenne. Pour le gaz, on est à 70 à peu près, et pour le charbon, on est à 40. Et là, donc, pour chacun de ces vecteurs, en fait, il y a à peu près un tiers de l'énergie qui vient de la Russie. Donc on est très dépendant à la Russie. Donc ça, c'est une deuxième thématique qui est assez importante pour l'Union européenne et qui est souvent considérée dans les scénarios. Au niveau français, on a une thématique légèrement différente. Là, vous voyez, pareil, le mix en énergie primaire avec toujours le charbon, pétrole, gaz. Simplement, vous voyez la part du nucléaire qui a grandi, donc depuis le deuxième choc pétrolier, hein, grosso modo. Et alors, on conserve quand même une thématique de décarbonation du mix énergétique, notamment la part du pétrole, là, qui reste assez forte et qui est très liée à la mobilité. Donc, il va falloir se poser ce genre de questions en France de qu'est-ce qu'on fait de la mobilité? Est-ce qu'on l'électrifie ou pas? Et puis on a une deuxième thématique qui est assez propre à la France, qui est son parc de nucléaire, qu'on peut considérer vieillissant. Alors à droite, vous avez là les barres verts, plutôt en vert, représentent en fait la capacité installée annuellement depuis les années, depuis 75 là au début jusqu'à aujourd'hui.
Et on voit qu'il y a eu un pic d'installation de capacité nucléaire au début des années 80. Et donc, ça matérialise un peu ce qu'on appelle l'effet falaise, c'est-à-dire que là, à partir des années 2020 et sur une échelle, sur une fenêtre de 20 à 30 ans, il va falloir qu'on réinvestisse massivement dans le système électrique en termes de capacité de production. Et donc, ça nous laisse, en tout cas, ça ouvre un débat sur ce qu'on fait. Alors, les investissements seront donc dans les capacités de production et éventuellement, si on choisit de faire autre chose que du nucléaire, dans toutes les adaptations qu'il faut faire avec. Au niveau politique, on a aussi une tendance à vouloir faire évoluer le système énergétique et électrique. Alors, je résume ici quelques objectifs que se fixe donc là l'Union européenne. Donc en 2008, il y a eu l'adoption du paquet énergie-climat qui fixe à l'Union européenne l'objectif des 3x20 pour 2020. Alors pourquoi 3x20 ? Parce que le nombre 20 apparaît à chaque fois dans les trois objectifs. Alors c'est 20% de réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990, donc en 2020. C'est un taux de pénétration des énergies renouvelables dans le mix énergétique de 20%. Et alors ces deux objectifs sont contraignants et le troisième objectif est non contraignant. Et c'est celui de réduire la part de l'énergie primaire, enfin de réduire la consommation d'énergie primaire par rapport à un scénario d'évolution tendancielle à 2020. Ce paquet énergie-climat a été mis à jour en 2014 et en fait il fixe de nouveaux objectifs pour 2030, dont un est contraignant, c'est celui de réduire de 40% la part, de réduire de 40% les gaz à effet de serre, les émissions de gaz à effet de serre, en 2030. Et toujours par rapport à 1990. Et puis là, il y a un paquet, donc une nouvelle mise à jour qui est en train d'être réfléchie à la Commission européenne et qui va peut-être fixer un nouvel objectif contraignant sur la consommation d'énergie primaire. On a une orientation générale pour 2050 qui est la neutralité carbone et on est dans un contexte là actuellement de libéralisation du marché de l'électricité qui incite les acteurs à se restructurer un petit peu. Au niveau allemand, si je descends au niveau je vais détailler un peu l'Allemagne puis la France. Alors en Allemagne, il y a une perception du nucléaire qui est différente de celle de la France, c'est-à-dire que l'acceptabilité sociale du nucléaire est moindre en Allemagne qu'en France, et donc les débats sur la sortie du nucléaire sont au niveau politique depuis à peu près 25 ans, et donc il y a des objectifs de sortie du nucléaire en 2022, donc sortie totale en Allemagne du nucléaire en 2022, qui avaient été pris au début des années 2000. Merkel était revenue dessus et puis avec Fukushima finalement elle a réadopté ses objectifs et donc l'Allemagne a déjà commencé à fermer des centrales. En termes d'objectifs, alors les Allemands se sont fixés tout un jeu d'objectifs que vous pouvez voir à droite qu'ils ont appelé l'Energy Concept. Donc vous voyez des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, des objectifs d'augmentation de la part des renouvelables dans le mix électrique. Alors vous voyez pour 2025, ils visent 40 à 45% d'énergie renouvelable dans le mix électrique. Actuellement, ils sont à peu près à 30%. Et puis d'autres objectifs, notamment sur la consommation d'énergie primaire. En France, ça fait déjà quelques années aussi qu'on se lance dans une transition énergétique. Alors il y a eu la loi POP, programmation, alors non, je ne l'ai plus en tête, de l'orientation des politiques énergétiques. Merci. En 2005, donc, qui se fixait déjà un objectif de part des renouvelables dans le mix électrique à 21% en 2010, et puis qui lançait des programmes de recherche sur le stockage, le carbon capture and storage, donc la capture et le stockage de carbone en sortie de cheminée, notamment des centrales à charbon. Il y a eu ensuite le Grenelle de l'environnement, donc qui était une réunion d'acteurs, une concertation d'acteurs très générale sur l'environnement et plus précisément sur l'énergie en 2013, le débat national sur la transition énergétique,
Lors de ce débat, on a commencé à utiliser des scénarios qui avaient été produits pour certains spécifiquement pour ce processus de concertation politique. Et ça a découlé sur la loi de transition énergétique pour la croissance verte en 2015 qui se fixe là aussi des objectifs en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc on voit que pour 2030, on est cohérent avec les objectifs de l'Union européenne. Des réductions de la consommation d'énergie finale. Alors l'objectif principal, là, c'est en 2050, une réduction de 50%. Et puis, on a aussi un objectif de 40% de production ENR dans l'électricité en 2030. Le dernier objectif est assez fameux vu l'actualité, c'est celui de caper, donc de produire au maximum 50% d'électricité par du nucléaire d'ici 2025. Et donc cet objectif a récemment été remis en cause, en tout cas sa date d'effet. Donc dans ce contexte de transition énergétique, plusieurs acteurs proposent des scénarios d'évolution des mix énergétiques et électriques. Et là, je vais vous détailler un certain nombre de scénarios. Alors détailler, peut-être pas, hein, ce serait très long, mais je vais vous balayer plutôt un certain nombre de scénarios qui sont produits là à l'échelle mondiale. Alors le roi des scénarios à l'échelle mondiale, c'est celui de l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie. Alors l'Agence internationale de l'énergie, c'est une agence qui a été créée suite au premier choc pétrolier en 1974. Et c'était une réunion, en fait, c'est une association de membres de l'OCDE, donc ça a été créé par l'OCDE en réponse à la création de l'OPEP, et c'était pour essayer de sécuriser notre approvisionnement, notamment pétrolier. Et puis depuis 1977, ils produisent tous les ans un jeu de scénarios qui va montrer l'évolution, d'après eux, des systèmes énergétiques. À l'échelle mondiale, toujours. Hein. Donc, ils ont trois types de scénarios. Ils ont le scénario qu'ils appellent Current Policy, donc qui en fait vient figer les politiques qui ont déjà été prises au moment de la publication du scénario. Et puis ensuite, ils font une évolution tendancielle à partir de ça. Il y a le scénario New Policy qui, lui, vient en plus inclure les politiques qui sont déjà dans les tuyaux, qui sont en préparation. Et ils imaginent qu'elles sont effectivement prises. Et ils font ensuite une projection avec ces politiques. Et puis un scénario, alors qui maintenant s'appelle Sustainable Development, avant il s'appelait 450, ce sont des scénarios là de type, enfin c'est un scénario de type normatif, c'est-à-dire qu'ils vont se fixer un objectif à leur date de fin de scénario, et puis ensuite ils vont regarder quelles sont les trajectoires à tenir pour atteindre cet objectif. Donc là c'est du normatif, on appelle ça du backcasting en anglais. Et alors là, l'objectif que les scénarios tenaient, c'était l'objectif de 450 parties par million de carbone dans l'atmosphère. Donc c'était pour tenir l'objectif de 2 degrés de réchauffement climatique. Et puis maintenant, ils ont intégré d'autres objectifs tels que l'accès à l'énergie pour tous et une réduction de la pollution de l'air. Donc maintenant, le scénario s'appelle Sustainable Development depuis 2017. On a Greenpeace, par exemple, qui propose aussi des scénarios, alors depuis un peu plus récemment, depuis 2005. Ils publient des scénarios à peu près tous les 2 ans. Alors Greenpeace, ça a été créé dans les années 70 aux États-Unis par des militants anti-essais nucléaires. Et ils ont un peu dans leur ADN ce côté anti-nucléaire, même civil. Donc dans leur scénario, alors mis à part le scénario de référence qui en fait reprend exactement le current policy de l'AIE, auxquels ils vont comparer leurs autres scénarios, et bien dans ces autres scénarios, il y a une sortie du nucléaire à chaque fois. Donc il y a le basique qui atteint 83% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique, et le scénario avancé qui atteint 100% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique. Et là, ce sont des scénarios à 2050. Et puis il y a le World Energy Council qui propose également des scénarios. Le World Energy Council, c'est une association qui a été créée, qui est ancienne, qui a été créée en 1923 et qui est accréditée par les Nations Unies et qui regroupe notamment des pays, des États, qui regroupe des universitaires, qui regroupe des experts de l'industrie, des associations. Et donc,
eux, ils vont proposer des scénarios qui sont d'un type un peu différent et qui ont des noms assez sympathiques. Par exemple, le scénario Modern Jazz, Unfinished Symphony ou Hard Rock. Dans leur version précédente, c'était des noms d'animaux. Et en fait, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont prendre une tendance qu'ils appellent centrale, c'est-à-dire des choses qui, d'après eux, sont intangibles, comme par exemple la démographie, l'évolution de la démographie, ou l'évolution des rapports de force entre les grandes régions du monde. Et autour de cette tendance centrale, ils vont faire évoluer des éléments qui, d'après eux, leur semblent incertains. Et donc, ça va définir un certain nombre de mondes qu'ils décrivent. Donc là, ils nous décrivent 3 mondes différents. Et alors, leur objectif, c'est que les différents acteurs se positionnent dans ces différents mondes. Donc ça aide la stratégie des différents acteurs. Au niveau européen, on a aussi des scénarios. Alors, l'un des scénarios qui me paraît un peu fondateur pour l'Union européenne, c'est celui qui a été produit en 2010 par la European Climate Foundation, qui est une fondation de fondation qui a été créée en 2008. Et en 2010, donc, ils produisent leur roadmap 2050, qui donne 3 grands scénarios, on va dire. Donc, pareil, ce sont des scénarios type normatif. Donc, ils ont un objectif de décarbonation de l'économie à 2050. Et ils en déduisent des trajectoires en se fixant des objectifs secondaires que sont le taux de pénétration des énergies renouvelables dans le mix électrique. Alors, ils traitent tout le système énergétique. Par contre, il y a un fort focus sur le système électrique. Donc, ils balayent très rapidement les conditions limites du système électrique en regardant ce qui pourrait se passer au niveau énergétique. Mais c'est un scénario donc, qui touche plutôt au système électrique. Il y a les scénarios de la Commission européenne qui ont été publiés en 2011. Il y a 8 scénarios. Ils ont un scénario de référence donc, qui ressemble au Current Policy de l'AIE. Un Current Policy Initiative qui ressemble au New Policy de l'AIE. Donc là, on prend en compte aussi les politiques des États membres qui sont dans les tuyaux et on suppose qu'elles passent et on en tient compte. Et puis, ils ont des scénarios de décarbonation. Alors, dans chacun des scénarios de décarbonation, ils fixent un prix du carbone qui permet d'atteindre 85% de décarbonation en 2050. Et puis après, il y a des variations, notamment sur la part du nucléaire, la part des énergies renouvelables, la part de carbon capture and storage aussi, et à quel point ce sont les marchés qui drivent tout ça ou pas. Et enfin, un scénario qui va nous intéresser aussi, qui a été publié en 2015 par EDF. Alors c'est plutôt une extension de scénario dans le sens où c'est une analyse qui vient s'ajouter au scénario, juste à l'un des scénarios de décarbonation de la Commission européenne. Donc c'est un scénario dans lequel on pousse les énergies renouvelables assez loin et on atteint 60% d'énergie renouvelable dans le mix électrique, donc dans ce scénario. Et EDF vient faire en fait une analyse de la stabilité du réseau électrique en se basant sur ce scénario de la Commission européenne. Et donc dans le groupe de travail là qu'on va monter, on a invité la lead auteur de cette étude. Au niveau français, alors vous avez certainement entendu parler des bilans prévisionnels de RTE qui sortent à peu près tous les 2 ans, mais qui sont mis à jour annuellement avec c'est une mise à jour de la capacité de production qui est vraiment observée. Et alors eux, ils ont différents types de scénarios, notamment dans l'horizon temporel. Ils ont un scénario Home qui a un horizon temporel à 2025. Puis ensuite, ils ont 4 scénarios qui sont à plus long horizon, à 2035. Et là, on a surtout des différentes analyses de stratégie de sortie du nucléaire ou de baisse du nucléaire. Et donc, là, il y a un scénario où on va faire baisser la part du nucléaire une fois que les renouvelables ont assez pris le dessus pour pouvoir compenser. On a une sortie du nucléaire un peu brutale où on dit dès qu'une centrale atteint 40 ans, on la ferme, etc. Donc différentes analyses. On a l'ADEME qui produit ces scénarios vision. Alors ils ont publié les premiers en 2013, il me semble. Donc le Vision 2030, c'est un scénario exploratoire. Donc on se donne des objectifs politiques ambitieux, on suppose qu'ils sont tenus, et on analyse leur impact jusqu'à 2030. Et puis ensuite, le scénario Vision 2030-2050, lui, devient normatif, c'est-à-dire qu'on suppose le facteur 4 atteint en 2050,
et on regarde les trajectoires à partir de 2030 pour pouvoir atteindre ce facteur 4. Ces scénarios ont été mis à jour en 2017 et en fait il se trouve que le scénario Vision 2030-2050 devient exploratoire, c'est-à-dire qu'on prolonge ces politiques ambitieuses et on regarde quel niveau de décarbonation on réussit à atteindre. Et puis il y a le fameux scénario 100% ENR de l'ADEME, qu'on retient sous ce nom-là souvent, qui a été publié en 2015 et qui en fait analyse des scénarios. Alors le terme de scénario est parfois remis en cause parce qu'il n'y a pas de, en fait, il n'y a pas de trajectoires qui sont proposées. On propose un état en stabilisé du système en 2050. Mais en fait, ils étudient également des systèmes à 40%, 60%, 80% d'ENR et 100%. Et ils font des comparaisons en termes de coût de l'électricité, mais en régime stabilisé du système. Alors ça, c'était dans donc tous les scénarios qui sont publiés plutôt par des institutions. Des scénarios sont aussi publiés par les universitaires, et en fait, ça donne lieu à des controverses assez fortes au niveau international. Vous avez peut-être entendu parler de la controverse Jacobson versus Clack. Alors l'équipe de Jacobson, c'est une équipe de chercheurs à Stanford. Et l'équipe de l'équipe de Clack est en fait une équipe de chercheurs universitaires américains, mais de différentes universités, dont certains de Stanford. Alors Jacobson et son équipe publient en 2015 une étude, ou un scénario en fait, qui s'intitule 100% d'énergie propre et renouvelable par le vent, l'eau et le soleil pour tous les secteurs de l'énergie, avec les trajectoires qui vont avec, pour chacun des 50 États des États-Unis. Donc là, il suppose, grosso modo, que tous les usages sont électrifiés, sauf la chaleur et le froid. Il suppose des stockages assez massifs, justement sous forme de froid, de chaleur, mais aussi de batterie et d'hydraulique. Voilà, donc tous les usages, même l'aviation par exemple. Ce à quoi répond l'équipe de Clack, où ils disent, voilà, ils sortent un papier qui s'appelle Evaluation of a Proposal for Reliable Low-Cost Grid Power with 100% Wind, Water and Solar. Donc le proposal, c'est évidemment le papier de Jacobson et al. Et en recherche, quand on dit Evaluation of, ça veut dire que le papier se fait descendre. Et c'est effectivement ce qui se passe. Donc ils remettent en cause la maturité technologique des stockages qui sont proposés. Donc ils pensent que d'ici 2050, ça ne marchera pas. Ils remettent en cause le modèle même, notamment sur la partie hydraulique. Donc ils pensent que les puissances hydrauliques ne tiendront pas. Et puis ils pensent que électrifier tous les usages, c'est irréaliste. L'équipe de Jacobson répond point par point, et donc ils disent que si, en fait, les technologies sont assez matures, elles ont été testées ici et ici. Et enfin, il y a une réponse à nouveau, 6 mois plus tard, par l'équipe de Clack. Et alors, là où ça devient un peu triste, c'est que finalement, ça se finit à la cour de justice. C'est que Jacobson donc, a porté plainte contre le journal, qui a publié les réponses de Clack, et il porte plainte contre Clack. Voilà, donc on en est là, ça c'était fin novembre. Il y a une autre controverse là qui est tout aussi récente, qui pour l'instant a été moins loin. Alors voilà, il y a un papier là qui est sorti récemment qui s'appelle Burden of Proof, a comprehensive review of the feasibility of 100% renewable electricity systems. Où là, c'est une équipe de chercheurs australiens qui, en gros, disent aux gens qui proposent des scénarios 100% renouvelables, ils leur disent, écoutez, c'est à vous de nous prouver, vous avez toujours à nous prouver que vos systèmes marchent, parce que nous, on n'y croit pas. Et alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils proposent 4 critères d'évaluation des scénarios 100% renouvelables. Et ils évaluent une vingtaine de papiers à l'aune de ces 4 critères, et ils s'aperçoivent que seulement 3 atteignent la moyenne selon ces 4 critères. Alors les critères, ça va être des critères de vérification de la stabilité des réseaux, ça va être des critères de vérification de l'équilibre offre-demande à un pas de temps de 5 minutes,
et d'autres. Ce à quoi une équipe, alors là, européenne, répond. Donc un néerlandais, on a un allemand, on a un danois, on a un finlandais, voilà, qui répondent. Ils répondent point par point sur chacun des critères. Ils disent finalement ces critères-là ne mènent pas forcément, même si on les vérifie pas dans les papiers, ne mènent pas forcément à l'impossibilité de ces systèmes électriques. Par contre, ça va peut-être augmenter un peu les coûts. Et donc ils essayent d'estimer grossièrement les coûts. Et d'après eux, c'est pas tant que ça. Et ils ajoutent 2 autres critères qui sont en fait plutôt des attaques contre le carbon capture and storage, dont il faut encore faire la preuve de la maturité d'après eux, et contre le nucléaire, notamment sur les ressources en combustible. Voilà, alors petit résumé sur la diversité des scénarios, et donc sur le besoin qu'on a d'essayer de cadrer cette activité de scénarisation. Alors les scénarios, ils ont des objectifs différents. Alors j'ai catégorisé ces objectifs en court terme et long terme. Alors les objectifs court terme, ça va être quelle décision le scénario veut modifier, quelle décision politique ou quel comportement le scénario veut modifier. Et les objectifs long terme, c'est plutôt vers quel système électrique je veux aller. Alors, il y a des scénarios qui vont viser un processus politique particulier, il y a des scénarios qui vont viser plutôt le grand public. Donc déjà, à court terme, il y a des objectifs différents et des publics cibles différents. Sur le long terme, vous avez bien vu, il y a par exemple Greenpeace qui veut sortir du nucléaire, il y en a d'autres qui vont dire non, non, on garde du nucléaire, il y en a qui veulent plus de NR, etc. Donc à long terme, pareil, il y a des objectifs différents. On a ensuite des approches différentes. Alors, je vous ai parlé des scénarios de type normatif ou backcasting. On a les scénarios que j'appelle exploratoires politiques, dans lesquels on active des leviers politiques et on regarde où est-ce que ça nous mène, donc des mesures. On a les exploratoires énergétiques, où là je vais plutôt modifier mon système électrique et je regarde où ça nous mène, sans forcément dire quelles mesures politiques, quel levier politique précis on a actionné. On a les scénarios de type prospectif. Alors là, ce que j'appelle prospectif, c'est les scénarios de type World Energy Council, où on va décrire des mondes, et puis chaque acteur va se positionner dans ces mondes un peu comme il l'entend. Et puis ensuite, les scénarios d'optimisation. Alors, l'optimisation, c'est plutôt une méthode qu'on peut utiliser dans les différents types de scénarios, où là, on va, par exemple, optimiser une trajectoire selon son coût. Voilà, typiquement, c'est ça. Les périmètres des systèmes sont différents en termes géographiques, comme on l'a vu, en termes temporels, donc quel est l'horizon de temps du scénario. En termes sectoriels, il y en a qui vont faire un focus sur le système électrique ou qui ne vont traiter que le système électrique et d'autres qui vont regarder le système énergétique global. Les impacts analysés sont aussi différents. Il y en a qui vont analyser l'impact CO2. Ça, c'est ce qui va nous intéresser plutôt nous. Mais il y en a qui ne le regardent pas forcément. Il y en a qui vont regarder l'impact en emploi, d'autres pas, etc. Et enfin, les modèles macroéconomiques et les modèles de test du système électrique sont aussi différents en fonction des scénarios. Alors, malgré toute cette diversité, est-ce qu'on peut pas donner une définition à un scénario? Quel est le plus petit dénominateur commun d'un scénario? Alors là, je vous propose une définition que j'ai pas trouvée dans le Larousse, hein, donc c'est une définition à débattre. Alors pour moi, un scénario, c'est la description d'un monde cohérent, description qui est diffusée auprès d'un public cible. Alors le monde cohérent est délimité donc par un périmètre géographique, temporel. Il y a une transformation en anglais, temporel, et un périmètre sectoriel. Alors pourquoi on vient proposer ce monde cohérent et son évolution? Eh bien, c'est pour changer les comportements ou les discours ou les décisions de ceux qui prennent connaissance du scénario, soit directement, soit par d'autres médias. Et idéalement, les gens qui prennent connaissance de mon scénario, c'est mon public cible. Alors, quelque chose qui est un peu anecdotique, mais le premier changement de comportement, c'est que déjà la personne va lire mon scénario, alors que si je ne l'avais pas produit, il n'aurait pas pu le lire. Mais de manière plus intéressante, c'est qu'après lecture du scénario, il va peut-être
prendre des décisions différentes d'avant sa lecture, ou agir différemment, ou produire des discours différents. Que ce soit un décideur politique qui change ses décisions ou ses discours, que ce soit un citoyen qui change ses comportements au jour le jour, ou ses comportements de vote, ou qui va changer ses discussions sur le sujet, ou que ce soit une entreprise qui va adapter sa stratégie en fonction de différents scénarios qu'elle aura vus, ou qui va adapter ses discours. Et in fine, ces changements de comportement vont mener à des changements du système énergétique et du système électrique. Et donc là, il y a un but du scénariste qui est de faire évoluer le système électrique dans la bonne direction, en tout cas celle qu'il considère comme bonne. Et donc souvent, les scénarios vont proposer des recommandations et donc s'adresser directement à leur public cible. Et alors physiquement, un scénario il se compose d'un rapport, et puis il peut être accompagné d'un site internet, de données interactives, etc. Alors voilà, j'espère vous avoir fait sentir qu'il y a un vrai besoin de cadrage méthodologique, étant donné la diversité des scénarios, et étant donné leur but qui est finalement, c'est une aide à la prise de décision pour le politique. Et une telle diversité des scénarios que l'outil devient finalement pas si bon que ça. Si je suis un homme politique et que je vais au marché des scénarios, je vais faire mon petit marché, c'est tellement divers et il y a tellement peu de comparaisons possibles que je ne sais pas lequel choisir. Donc là, notre groupe de travail vise à produire un référentiel méthodologique qui va cadrer les activités des scénaristes. Et alors si le lecteur, si le public cible s'approprie aussi ce référentiel méthodologique, donc si le lecteur se dit « Ah oui, un bon scénario devrait… » 3 petits points, ça va aussi faire pression sur les scénaristes pour respecter ce référentiel méthodologique. Un deuxième livrable qu'on produira, c'est une grille d'analyse synthétique que, idéalement, le scénariste remplit lui-même pour vérifier qu'il a bien suivi les différentes bonnes pratiques qui sont proposées dans le référentiel méthodologique. Et cette grille d'analyse permettra facilement de comparer justement quels sont les points traités ou pas dans chaque scénario. Et un point crucial de ce projet, ça va être de diffuser et de faire adopter ce référentiel méthodologique et cette grille, notamment par les scénaristes. Alors comment on peut faire ? Déjà en co-construisant ce référentiel méthodologique et en intégrant dans l'équipe des scénaristes et des professionnels des systèmes électriques et énergétiques, afin qu'ils s'approprient le travail, qu'ils le diffusent et qu'ils pensent en tout cas que ce soit une bonne chose que de suivre ce référentiel méthodologique. Un deuxième point important, ça va être, donc pour que ce référentiel soit jugé utile par les scénaristes, ça va être de trouver le bon niveau d'exigence qu'on va demander aux scénaristes. Alors pourquoi ? Si je suis extrêmement exigeant et que je dis, voilà, un bon scénario devrait prendre l'hypothèse XX sur le coût de l'éolien. Un bon scénario devrait prendre l'hypothèse YY sur le coût du nucléaire. Un bon scénario devrait prendre telle hypothèse sur l'évolution de la demande. Finalement, là, on est en train de faire notre propre scénario et dire un bon scénario devrait être exactement comme le nôtre. Ça, c'est pas ce qu'on veut faire et c'est inacceptable pour les scénaristes. Donc, il faut laisser un degré de flexibilité aux scénaristes. Ça, c'est crucial. Néanmoins, il ne faut pas être dans l'extrême inverse et il faut rester assez précis pour que le référentiel soit utile et influence les process de scénarisation dans le bon sens. Alors, pour réaliser ce projet, on a réuni un groupe de travail dont vous voyez ici les membres. Alors, il y a Christophe Bonnery, qui est directeur prospective économie chez Enedis et qui est également président de l'association de l'économie de l'énergie. On a Patrick Criqui, directeur de recherche émérite au laboratoire d'économie appliquée de Grenoble et qui a participé notamment au débat national sur la transition énergétique. On a Robin Girard, qui est enseignant-chercheur en énergie renouvelable et système énergétique au mines ParisTech Sophie Antipolis, qui lui a participé au volet d'évaluation des gisements en énergie renouvelable pour le scénario 100% ENR de l'ADEME. On a Tanguy Le Guen, qui est associé senior au sein de la division stratégie d'Engie et qui travaille plus précisément sur les scénarios d'évolution des prix des différentes énergies et notamment de l'électricité. On a Robert Lowe,
directeur adjoint de l'Energy Institute du University College of London, qui est spécialiste dans les systèmes énergétiques et dans la consommation du bâtiment. Jacques Percebois, professeur émérite à l'Université de Montpellier, directeur du Centre de recherche en économie et droit de l'énergie. On a Dimitri Pechia, qui travaille à Agora Energiewende, qui est un think tank allemand, et en fait, qui est un observatoire de la transition énergétique allemande, et ils produisent des analyses, notamment des analyses comparées des différents mix européens. Ils font des bilans annuels sur la transition énergétique allemande et ils produisent aussi des études assez intéressantes sur notamment les coûts d'intégration des renouvelables dans les réseaux électriques. On a Pedro Prieto, vice-président de l'Association pour l'étude des ressources énergétiques, qui est spécialiste du solaire et de toutes les questions de Energy Return on Energy Invested. Vera Silva, directeur de programme de recherche au sein de la division R&D EDF, et donc qui est la lead auteuse du scénario EDF dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis Philippe Torion, qui n'est plus chez EDF, donc qui est fraîchement retraité, mais qui était directeur innovation et stratégie. Donc une belle équipe pour ce projet crucial. Les étapes de travail, là on en est à la phase de cadrage. Pour tout vous dire, le meeting de lancement sera demain, donc la première réunion avec les membres du groupe de travail. On va avoir une phase de questionnement sur quelles sont, donc essayer de faire une liste de toutes les grandeurs clés desquelles un scénario doit parler, sans quoi il ne serait pas complet. On va avoir des questionnements sur est-ce qu'il faut mettre des exigences sur la manière dont on doit modéliser pour produire les résultats, comment décrire les liens entre les différentes grandeurs qui interagissent dans mon modèle, à quel point faut-il rendre les données transparentes, est-ce qu'on demande de l'open data ou pas, voilà. Est-ce qu'il y a des degrés de transparence. Une troisième phase de travail qui va être sur l'incertitude, et notamment les analyses de sensibilité et les scénarios de dérivés. Et enfin, une phase de réflexion sur comment bien vulgariser les résultats et rendre la complexité compréhensible. Tout au long de ce travail, alors ces différentes phases vont être nourries par l'analyse des scénarios déjà publiés, dans lesquels on va essayer de détecter les bonnes pratiques et pourquoi pas les mauvaises pratiques, donc les choses à ne pas faire. Et évidemment, le travail se terminera par une rédaction finale du référentiel méthodologique. Combien de temps me reste-t-il? Je ne sais pas. Tout petit. Alors, très rapidement. Voilà, le tout début de ce travail, donc, ça a été de faire une sorte de cartographie des sujets qu'il va falloir traiter. Alors là, c'est extrêmement macro. Mais grosso modo, on a deux mondes. On a le monde du système électrique et on a le monde de ses impacts. Et donc, généralement, dans les scénarios, on décrit les deux. Dans le monde du système électrique, on a évidemment la production avec les énergies renouvelables, le nucléaire, les fossiles. J'ai mis les effacements aussi dans la production. Donc, les effacements, c'est demander, par exemple, à un industriel d'arrêter de consommer à un moment donné. On a le réseau, donc le réseau de transport, distribution d'électricité, toutes les flexibilités éventuellement qu'il va falloir mettre en place sur ce réseau, les pertes que ces flexibilités et que ce réseau vont générer, les mécanismes de marché qui vont contrôler la production, le réseau et la consommation, et donc la consommation par secteur. Et puis dans le monde des impacts, ce qu'il va falloir étudier, c'est les impacts économiques, les impacts environnementaux, les impacts sociaux, la qualité de la fourniture électrique, qui est un point clé, donc qui a été mis dans le papier dont je parlais tout à l'heure sur Burden of Proof. Donc c'est typiquement ce genre de critères qu'on va essayer de vérifier. Donc à quel point le réseau électrique est stable, à quel point il est résilient à un blackout, comment on le redémarre, voilà, ce genre de questions. L'acceptabilité sociale du réseau. Est-ce que j'ai des éoliennes partout et donc j'ai une prise d'espace qui est massive, par exemple? Est-ce que j'ai des lignes à très haute tension qui passent pas loin de chez moi? Ça, c'est un problème notamment sur les interconnexions entre les différents pays.
Et la résilience de mon système global, alors là c'est une résilience macro, type résilience, pourquoi pas, à des attaques numériques ou la résilience au changement climatique par exemple. Donc voilà, j'espère vous avoir fait prendre conscience de ce besoin qui existe dans le monde des scénarios électriques et énergétiques, et donc l'utilité de ce projet qu'on est en train de lancer au Shift, et je vous invite à le suivre par la suite. Merci. On a encore quelques minutes pour des questions avant le repas. Très petite minute. Oui, bonjour, Alexandre Shifter. J'avais juste une question sur les différents aspects. J'ai pas vu d'effet d'échelle. Est-ce qu'on regarde les effets locaux, les effets nationaux, dans la bulle juste avant ce que tu as présenté, juste avant là? Là, on voit des secteurs, des mécanismes, etc. Mais est-ce que vous allez regarder dans les sujets la taille, l'échelle, la maille à laquelle on regarde? Est-ce que c'est la France comme plaque de cuivre, ou est-ce qu'on regarde, on descend à la région, ou à la ville, je ne sais quoi? Alors dans l'idéal, il faut prendre toutes les échelles. Et donc les sujets à traiter plus précisément vont être vus avec le groupe de travail. Mais effectivement, la maille, que ce soit temporelle ou géographique, va être débattue. Et donc, moi, je pense que dans l'idéal, il faudrait prendre les effets à chaque maille, dès lors qu'ils sont cruciaux pour la réalisation du système électrique. Rapidement, parce que j'ai beaucoup parlé tout à l'heure. Juste une petite remarque pour rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure par rapport aux politiques qui va faire son petit marché des scénarios. Il ne va pas forcément choisir parce que le scénario est rationnel et bien fichu, mais plutôt parce qu'il le fait rêver et qui permet de maximiser le nombre de tweets, on va dire. Et donc, après votre freeze, il y aura aussi comment on rend ce scénario désirable, comment il peut attirer. Et ce n'est pas un miracle si le scénario Rifkin est tout le temps évoqué parce que ça fait rêver les gens. Donc après cet exercice-là, il y a, je pense aussi, cette question. Alors ça pourrait être une phase de travail pour le scénariste, pour rendre son scénario, parce que nous on ne va pas produire de scénario directement, donc ça ne va pas être à nous de faire rêver le politique, mais effectivement on pourrait avoir une phase de réflexion sur comment faire rêver le public cible. Ce serait une bonne question. C'est moi ? Oui, une question. Dans les scénarios que tu as présentés, il y a des scénarios qui sont nationaux, français, je veux dire, et puis des scénarios qui sont mondiaux. Est-ce que vous avez en vue c'est pas du tout la même chose. Je veux dire, il y a des composantes qui se rajoutent, par exemple l'évolution de la population, les taux d'urbanisation, etc., qui se rajoutent si on a une visée mondiale. Et notamment si on regarde les différents scénarios qui existent sur le marché, la première chose par laquelle ils se différencient, c'est la projection de la demande d'énergie au milieu du siècle. Les scénarios comme Greenpeace considèrent que la demande d'énergie sera comme aujourd'hui, peut-être en passant par un léger pic, mais en gros ça sera comme aujourd'hui au plus petit. Et puis si on regarde vraiment les taux d'urbanisation, l'augmentation de la population mondiale, on a plutôt le sentiment, en tout cas c'est mon sentiment, que ça ne tient pas. Cette contrainte-là est un peu hors du monde, quoi. Donc, comment vous allez travailler là-dessus ? C'est une bonne remarque qui rejoint ce papier Burden of Proof. C'est justement l'un des critères de plausibilité que Burden of Proof pose en disant nous on pense qu'un scénario qui suppose une diminution de la consommation d'énergie primaire mondiale devrait être écarté tout de suite pour implausibilité. Alors la réponse par l'équipe européenne est intéressante sur le comptage en énergie primaire. Donc plus on va vers du renouvelable, plus ça écrase. Donc il y a un effet comme ça à prendre en compte. Mais effectivement, les thématiques ne sont pas les mêmes. Nous, on va se focaliser sur l'Europe. Donc c'est vrai qu'on aura moins cette problématique démographique. Mais clairement, tout scénario doit, je pense, parler de ces hypothèses démographiques et les sourcer. Donc ça, c'est une recommandation qu'on va certainement faire dans le cadre de ce travail. Oui, Malcolm Stewart, Shifter. Ah, pardon.
Bon, je me lance. Tu as très bien décrit les prises de bec autour de scénarios qui pouvaient y avoir. Comment éviter que ça soit la même situation sur les méthodologies, justement, sur lesquelles vous allez travailler Tu veux dire la diversité des méthodologies? Que la méthodologie qui sort du groupe de travail soit à son tour contestée par d'autres groupes. Alors là, le groupe de travail qu'on a construit se veut assez éclectique, dans le sens où on a invité des gens qui nous paraissaient constructifs et qui n'avaient pas forcément les mêmes points de vue sur justement cette vision long terme du réseau électrique. Et donc là, on espère, on ne sait pas si ça va marcher, on espère pouvoir atteindre un consensus par le haut, c'est-à-dire être plus exigeant. Les gens qui vont vouloir développer plus les énergies renouvelables et peut-être écraser un peu le nucléaire vont être plus exigeants quand on parle du nucléaire et vice-versa. Certains vont être plus exigeants quand on parle de l'adaptation du système électrique au renouvelable. Donc voilà, ça fera un référentiel plus exigeant, mais qui sera du coup plus intéressant, j'imagine. Ça va être la dernière question normalement. Je vous propose de continuer la discussion à la pause, après cette question. Ici, de Thierry Barneff, ici. Ma question rejoint en fait ce que la remarque est ici, c'est me dire en fait la composition du groupe de travail. Elle est passée rapidement, mais j'ai le sentiment que c'est une composition de groupe de travail qui est au fond, qui est très technique, électricien. Et la question que je me posais, c'est comment vous allez élargir cette consultation moins aux techniciens, mais plus aux usagers, aux consommateurs, c'est-à-dire de prendre en compte finalement des scénarios de consommation et moins des scénarios de production. Enfin, oui, ma question, c'est que j'ai le sentiment que la composition d'abord est très masculine, il n'y a que des hommes, hein, en l'occurrence, et elle est très technicien du monde de l'électricité. Voilà. Comment vous êtes en mesure d'élaborer des scénarios disruptifs, alternatifs, si vous restez avec des gens qui sont uniquement issus du monde de l'énergie? Voilà. Alors je pense qu'il y a deux questions. Donc c'est vrai qu'on a surtout des acteurs de la production et pas tant de la consommation. On pourrait avoir un sous-groupe de travail qui travaillera plus sur la consommation. Après, comment diffuser ça donc au public cible? C'est un peu ça la question. Quand le public cible va essayer de s'approprier ce référentiel méthodologique. Et alors là, l'idéal, ce serait de faire des relectures et donc de diffuser le plus possible le travail par des relectures critiques et de prendre en compte les différentes remarques par les relecteurs critiques. On pourra aller voir par exemple l'ADEME, je ne sais pas, en tout cas il faudra qu'on se pose cette question de... Pardon ? Ah oui, pourquoi pas, oui, en effet, sur la consommation, sur les changements de comportement. Une précision avant de vous inviter tous à déjeuner. Nicolas, il est tellement dans son truc qu'il a oublié de repréciser, ça n'est pas un exercice de production de scénario. Ça n'est pas un exercice de production de scénario. Donc on n'aura rien d'autre à vendre en sortie de ce truc-là que d'emmerder tout le monde en disant si vous voulez faire un scénario sérieux, il faut faire ça, 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 ça et ça, sinon c'est pas un scénario sérieux. Voilà. Deux exemples. Si demain matin je dis je peux déplacer 80% des usages dans le temps sans limite, si personne n'a regardé dans le détail où étaient les usages et si là-dedans il n'y avait pas la moitié de la consommation qui était liée au train qui doit partir à 8 heures et pas à un autre moment, on peut dire c'est pas un scénario sérieux si on a supposé que l'organisation de la société restait la même. Voilà, donc c'est un exercice à casser les couilles des gens, pour être très précis. Non mais c'est vraiment ça. Ce qui, soit dit en passant, rend la remarque de Marie extrêmement intéressante. Comment est-ce qu'on intéresse les gens et qu'on les passionne en ayant envie de leur casser les couilles? Voilà, c'est un exercice de psychologie qui ne sera pas simple. Mais c'est vraiment ça, le but du jeu. Après, on ne peut pas inventer des femmes là où il n'y en a pas. Donc la composition du groupe, elle est ce qu'elle est. On est déjà très content d'avoir fait pour la première fois, ça renvoie à une question qui a été posée tout à l'heure, un groupe vraiment international dans un travail du shift. Ça, c'est une première. On est très content de le faire avec des gens qui sont issus de pays qui ne sont pas du tout alignés sur la France en termes de vision prospective, puisque quand on regarde l'Allemagne, c'est d'abord le nucléaire, le reste on verra après. Si on regarde la France, dans le discours public, c'est d'abord le carbone, le reste on verra après. Et si on regarde les Anglais, c'est d'abord le pragmatisme et le reste et le prix et le reste on verra après. Enfin, il y a quand même le carbone aussi. Mais... Donc on a des visions qui sont... C'est ça qui va être passionnant. C'est justement d'arriver à voir comment de tout ça, on peut faire un cadre méthodologique à proposer à tous les gens qui veulent et à proposer à tous les chercheurs qui ont envie de se répondre les uns les autres sans se traiter de nom d'oiseau et avec des règles de méthode qui permettent de dialoguer. C'est vraiment ça notre but. Donc il n'y a pas de scénario à vendre en sortie. Il n'y en a pas. Voilà, là-dessus, bon appétit.